La géopolitique du solaire, l'inévitable dépendance chinoise, c'est le thème on a retenu pour cette première table ronde de la matinée. Trois éléments rapides pour cadrer le débat. Plus de 95% des panneaux photovoltaïques installés en France et en Europe sont aujourd'hui fabriqués en Chine, qui détient plus de 80% de la chaîne de valeur. Systovi, c'est le nom de ce fabricant nantais de panneaux solaires qui a mis la clé sous la porte il y a quelques semaines, littéralement foudroyé par la concurrence chinoise, tout comme le fabricant Meyer Burger en Allemagne. Et 40% de panneaux solaires fabriqués en Europe. C'est l'objectif fixé par l'Union européenne à l'horizon 2030. Ça passera par des projets de gigafactory tels que ceux portés par Holosolis en Moselle ou par Carbone à Fos-sur-Mer. On en parlera dans un instant. Voilà pour les faits, pour le contexte. Faut-il une filière solaire française et européenne autonome Pourquoi il faudrait-il cette filière autonome et à quel prix C'est à ces questions qu'on va tâcher de répondre en 40 minutes avec quatre intervenants qui sont autour de moi. Carole Descroix, CEO et fondatrice de Terrapolis. Bonjour. Anaïs Guabo, vous êtes responsable opération et technique chez Soren. Pierre-Emmanuel Martin, vous êtes le président de Carbone. Et Andreas Rödinger, vous êtes coordinateur transition énergétique France à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. On va commencer avec vous, Monsieur Rödinger, pour peut-être que vous nous expliquiez, donner quelques éléments de compréhension sur cette concurrence chinoise sur les panneaux solaires. Est-elle ancienne et comment s'explique-t-elle aujourd'hui particulièrement ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je parle en tant que chercheur. Enfin, l'IDRI, c'est un institut de recherche sur ces questions-là. Je dirais, alors, la concurrence ou la domination de la Chine sur ce marché est assez ancienne. Elle a commencé au milieu des années, enfin de la première décennie des années 2000. À l'époque, on était dans un marché où, alors 2009-2010, l'Allemagne représente de mémoire 50 à 60% du marché mondial d'installation de panneaux photovoltaïques. La Chine commence à s'y mettre en disant il y a un coup à jouer. Industriellement parlant, ils montent très vite en échelle. Ils vont sur des investissements massifs. Je regardais hier des articles, c'est assez marrant, à l'époque on parlait de gigafactory avec un output annuel de 1,5 gigawatts, record mondial. Enfin, on se rend compte quand même qu'en 15-20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis parce qu'aujourd'hui, les gigafactories sont... Alors, les gigafactories en Europe, je crois qu'on parle de 5 gigawatts crête à peu près par an produits. En Chine, alors on va en parler, mais Jinko Solar aujourd'hui annonce une gigafactory chinoise de 56 gigawatts d'output annuel. Donc, on a changé d'échelle. On a complètement changé d'échelle. Donc le marché mondial s'est beaucoup transformé, mais déjà en 2010-2011, la Chine avait 55% de part de marché en production mondiale. Ce qui a changé entre-temps, c'est qu'elle est aussi devenue aujourd'hui de très loin le premier pays installateur de photovoltaïque, c'est-à-dire qu'il couvre avant tout une demande nationale, ce qui n'était pas le cas avant. De mémoire, l'année dernière, la Chine, c'est dans les 216 gigawatts installés, comparé à 88 l'année d'avant, donc ils vont extrêmement vite. Mais derrière, ils ont créé encore plus de surcapacité à l'export. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un marché mondial qui est assez saturé, avec beaucoup de producteurs, beaucoup de capacités, des stocks qui sont pleins en Europe, une pression à la baisse sur les prix. Rien qu'en 12 mois, le prix des modules sur les marchés de gros en Europe a encore baissé de moitié. Ce qui fait qu'évidemment que des producteurs européens existants ou à venir, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc voilà, on est dans un contexte qui a changé, sachant que derrière, et ça a été dit tout à l'heure, l'ère du solaire a clairement commencé. L'année dernière en Europe, on est à 56 gigawatts installés. C'est un rythme qu'il faut tenir d'ici 2030, 50-60 gigawatts par an en Europe, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés lors de la crise énergétique et du plan REPowerEU. On vise 650 gigawatts, c'est énorme. Pour la France, on a annoncé un doublement du rythme d'installation des capacités. Donc il y a quand même il y a des bonnes nouvelles, il y a un marché à prendre. Mais évidemment des questions derrière qui sont géopolitiques, économiques, etc. Dans une seconde. Merci pour cette introduction. Est-ce que vous souhaitez réagir tous les trois sur justement le prix de ce panneau solaire ? Est-ce qu'il appartient, il suit une rationalité économique, le prix du panneau solaire chinois aujourd'hui ? Pierre-Emmanuel Martin. Bonjour. Alors, je rajouterais juste que la question qui était posée là, sur la domination chinoise, en fait, elle est très récente.
Si vous parlez de 2010, à l'échelle de l'industrie photovoltaïque, c'est extrêmement récent, puisqu'on rappelle quand même que l'industrie photovoltaïque moderne est née dans les années 60. On parlait de Photowatt 79, qui est la plus ancienne société encore existante. Et donc c'est vraiment dans les années 2010 où dans le rapport, effectivement, le marché allemand était le principal et l'allemand est par essence commerçant. Le français est plus souverain. Donc là, il y a quand même une question sur laquelle on travaillera, enfin ou en tout cas on en discutera. Et pourquoi je pense et nous pensons que la France est aujourd'hui le mieux placé pour réindustrialiser, retrouver notre puissance industrielle dans le solaire. Donc non, le prix n'est absolument pas soutenable. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont aujourd'hui commerce avec la Chine, vous voyez l'augmentation du prix du transport du matériel. On est passé à 8 000 $ le container. On annonce 20 000 $ à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le prix du panneau, il y a un panneau vendu 10 centimes. Il y a à peu près la moitié qui viendrait du prix du transport, ce qui n'a aucun sens économique. C'est-à-dire que la moitié où il faut brasser des masses d'énergie, où il y a énormément de transformations de matériaux qui rentrent là-dedans, ça vaudrait moins cher, ou en tout cas équivalent à ce qu'il faut pour le transporter de la Chine à la France. Donc ça, l'équation, elle est totalement foireuse en ce moment, passez-moi l'expression, mais là, aujourd'hui, le prix, et il n'a qu'à voir, Longy a fait pratiquement 700 millions d'euros de pertes au premier trimestre, tous les titres de bourse des producteurs chinois se traînent. Il y a un vrai stress d'ailleurs pour ces grands et principaux fabricants chinois qui ne sont que des pure players. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants chinois qui aujourd'hui ne sont pas backés sur des grands industriels comme Thaleson qui est backé avec le principal fabricant d'hélicoptères de l'armée rouge. On imagine que les poches sont assez profondes, ce qui n'est pas le cas de Jinko, de GIA ou de Longy qui sont des pure players et qui là ils flippent vraiment dans la mesure où l'équation économique ne leur convient pas. Donc de ce point de vue-là, le prix n'est absolument pas soutenable. Et après, ça posera d'autres questions, mais auxquelles on va répondre. Merci beaucoup. Carole Descroix, pour Ferrapolis. Bonjour. Je voulais juste aussi remettre en perspective. On parle des modules et du prix des modules chinois, ou prix des modules tout court. Aujourd'hui, par rapport à nos investissements, c'est 20% de nos investissements. Donc il reste quand même 80%. Enfin voilà, c'était pour remettre un petit peu. Le coût du panneau solaire représente 20% du coût d'une centrale. C'est ça. D'accord. Donc on a quand même 80% qui est lié à d'autres coûts, avec un tissu d'emploi et des fournisseurs européens. Voilà, c'était juste pour recadrer et remettre ça en perspective. Merci. Anaïs Guimbaud, est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus ? Non, alors on va suivre la chaîne de valeur, puisqu'on a parlé de fabricants qui étaient en difficulté, de fabricants qui ferment. Pierre-Ménel Martin, vous êtes à la tête de Carbone, avec la conviction qu'il y a encore de la place pour des fabricants en Europe et particulièrement en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques minutes le projet Carbone ? Oui, merci. Oui, alors donc effectivement, il y a plus que la conviction, il y a la certitude qu'il y a de la place aujourd'hui, et particulièrement en France, pour des initiatives industrielles. J'aimerais juste que la France, c'est quand même à une caractéristique dans le monde industriel, c'est que c'est le pays de l'industrie électrique. Si vous prenez les plus grands distributeurs de matériel, c'est Rexel, c'est Sonepar, pas la peine de parler d'EDF, de RTE, d'Enedis, qui sont des références, le nucléaire, l'hydraulique, et je le rappelle, jusqu'en 2010, le solaire. Le solaire, c'était vraiment... Moi, j'ai commencé le solaire dans les années 90. La France est le pays du solaire photovoltaïque industriel. On a inventé les EPCistes, on a inventé les opérateurs, on a inventé le hors-réseau, le réseau. Vraiment, on est au cœur de ça. Donc on a tout perdu et il faut recouvrir. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est comme pour les scénarios du RTE. Le solaire, il est partout. Vous prenez tous les programmes, et y compris hier soir, M. Bardella l'a annoncé, le solaire sera dans tous les programmes d'élection. Un solaire qui sera souverain. Donc là, aujourd'hui... Si on prend la chaîne de valeur, si je pars du quartz et que je vais jusqu'au module, en Europe et en France en particulier, on a le quartz et on a les principales usines qui transforment ce quartz en silicium métallurgique. C'est Ferropem, on a 4 usines en France. Ce silicium métallurgique part ensuite pour un raffinage. 20% de ce qui est raffiné dans le monde pour le solaire photovoltaïque est fait en Allemagne par une usine qui s'appelle Wacker, qui vend tout aux Chinois. Mais donc, vous voyez, jusque-là, on a quand même une certaine chaîne de valeur qui n'est pas la plus importante, mais qu'on maîtrise. Et c'est du silicium de très bonne qualité, qui plus est traçable. Traçable, ça va être quelque chose qui va devenir obligatoire en 2027. C'est-à-dire que si demain, il y a la conviction que dans vos panneaux solaires, il y a du travail forcé, ils seront
interdits en Europe. Et la chaîne de valeur où il y a du travail forcé, et les Ouïghours en particulier, c'est toute cette chaîne amont du polysilicium. Et donc nous, on a la chance en Europe d'avoir quelque chose de très fort. Et alors très rapidement, qu'est-ce qui sera fait dans l'usine, dans la Alors après, gigafactory de carbone nous, on Fos-sur-Mer commence là et on intègre les 4 opérations suivantes. Donc la cristallisation, les wafers, le découpage, le sciage, les cellules, les modules. Donc nous, ça c'est notre... voilà, enfin, les Chinois ont beaucoup de qualités. Ils ont inventé quand même le solaire moderne. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, 5 gigawatts à Fos-sur-Mer, c'est ce qu'on va produire. Bon, 56 gigawatts à Jinko, on attend pour voir, mais Jinko est aussi en surcapacité et ces usines ne produisent qu'à 25% des capacités, ce qui n'est pas économiquement tenable. Mais on épuise assez vite les économies d'échelle. Entre 5 et 20 gigawatts, on fait très peu de... Puis un site de 20 gigawatts, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un site de 20 000 salariés en France, 20 000 ouvriers sur un seul site. À Blanquefort, je ne sais pas si on y arrive, mais à Fos-sur-Mer, ce sera compliqué. Je ne pense pas que ça rentre 20 000 salariés. Et c'est assez compliqué en termes sociaux. Mais bon, donc 5 gigawatts où on va produire de manière intégrée et on l'espère à bon compte, une fois que les usines seront totalement amorties, ce qui veut dire un cadre régulatoire qui permet d'amortir ce surinvestissement, hein. On produira des panneaux compétitifs qui accrocheront le marché dans 10 ans, une fois le cadre régulatoire Merci. Eh bien, si Pierre-Emmanuel Martin. On avance dans la chaîne de valeur. Carole Descroix, vous êtes à la tête d'un développeur solaire qui donc achète des panneaux. La question qu'on veut vous poser, comment vous appréhendez cet enjeu? Est-ce que le prix d'un panneau solaire est le seul critère pour vous en tant qu'acheteur et développeur solaire? Comment on appréhende déjà, on est tous au courant qu'on est dans un contexte en ce moment un petit peu incertain, en tout cas en termes de visibilité. Nous, on est vraiment en recherche de cette visibilité. On anticipe, on essaie d'anticiper au maximum les différents scénarios qu'il pourrait y avoir. Nos 2 axes principaux sont la recherche de diversification. Alors on est complètement pour ce genre de projet de giga-usine en France. Enfin, on y croit complètement et on est au taquet pour aller signer un contrat. Diversification, c'est d'avoir plusieurs acheteurs, plusieurs fournisseurs de panneaux solaires, hein, pas dépendre d'un seul pays ou d'un seul fournisseur, c'est ça? Tout à fait. On croit en ce type de projet, mais on croit aussi que c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir ne pas passer par des modules chinois. Ça, c'est important aussi de le dire. Et le deuxième axe, c'est aussi l'économie d'échelle. À chaque niveau, on peut faire des économies d'échelle et c'est vraiment un des axes importants sur lequel on travaille en mettant en place des contrats cadres. Par exemple, chez TerraPolis, on a intégré un groupe TELIS à l'échelle de l'Europe pour justement s'unir pour pouvoir créer des contrats cadres long terme permettant justement des économies d'échelle. Et sur le panneau solaire lui-même, est-ce que des panneaux solaires chinois à 10 centimes sont plus faciles, plus difficiles à maintenir, à retrouver des pièces détachées, à réparer qu'un panneau qui serait fait en c'est un des... par rapport à notre cible, on a évidemment le cible du prix, mais aussi de la sécurité de l'approvisionnement, la sécurité de l'approvisionnement des pièces détachées, etc. Et effectivement, le fait d'avoir géographiquement proche de chez nous les lignes de production, c'est assez fondamental et ça nous sécurise en la matière. Et après, il y a aussi tout le pan RSE, sociétal et environnemental, qui est aussi un des points forts sur lesquels on travaille. Mais effectivement, géographiquement, on a vraiment la volonté de participer à ce type d'aventure. Merci. On monte encore d'un cran sur la chaîne de valeur avec vous, Agnès Gambeau. Vous êtes travaillé chez Soren. Alors déjà, expliquez-nous peut-être tout simplement ce que c'est, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Oui, donc en bout de chaîne, une fois que les panneaux arrivent en fin de vie, ça se finit comme ça, un panneau. Donc il y a un éco-organisme derrière qui est là pour orchestrer un petit peu la filière dans son ensemble de la fin de vie. Donc des éco-organismes, vous en avez sur d'autres déchets du quotidien. Quand vous allez rapporter votre pile ou ampoule dans un magasin, il y a un éco-organisme derrière qui va prendre en charge la collecte et les coûts de traitement. Et donc c'est pareil pour les panneaux photovoltaïques depuis 2015. Soren est là pour d'un côté financer la collecte, le traitement et également le réemploi à travers l'éco-participation. Donc sur chaque panneau que vous achetez, il y a une éco-participation qui revient à l'éco-organisme et qui sert à financer la collecte, le traitement et les opérations de réemploi.
Et donc, bonne nouvelle, les panneaux photovoltaïques se recyclent. C'est ce que j'allais vous demander. C'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que oui ou non un panneau solaire est recyclable et qu'est-ce qu'on en retire finalement? Oui, donc ça se recycle, enfin ça se valorise à hauteur de 94%, avec plus de 80% des matières qui se recyclent. Et donc on a la vision, en tout cas chez Soren, de partir de miser sur des technologies de traitement à haute valeur ajoutée, afin de pouvoir récupérer les matières de ces panneaux dans leur forme la plus pure, puisque c'est la condition sine qua non pour, dans le futur, pouvoir raisonner en boucle fermée et pourquoi pas que ces matières issues du recyclage des panneaux puissent être utilisées par des fabricants en France sur un certain nombre de matières qu'on extrait de ces panneaux. Et donc on a collecté, donc, pour vous donner un ordre d'idée des tonnages depuis 2015, c'est 27 000 tonnes collectées, dont 5 200 l'année dernière. Et comme vous l'imaginez, on n'en est vraiment qu'au départ. Et l'idée, c'est de structurer le plus tôt possible la filière pour être en capacité de suivre les volumes grandissants de panneaux qui vont être à recycler, et donc d'être vraiment pionnier en la matière en France, en ayant des technologies de recyclage qui permettent à la fois de prendre du volume et également de partir sur de la haute valeur ajoutée. Merci beaucoup. Bon, les présentations sont faites. Je note que vous étiez dans l'ordre de la chaîne de valeur sur le canapé. C'est parfait. Question simple. Pourquoi il faudrait une filière française et européenne de panneaux solaires si on a des panneaux solaires chinois de qualité qu'on sait recycler? Est-ce que c'est des ressorts politiques, économiques finalement? Pourquoi on se préoccupe de cette question? Andreas Reniger, peut-être? Vous parliez de géopolitique tout à l'heure. Oui, juste par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui en Europe, il y a différentes motivations qui nous ont fait rentrer dans cet enjeu de la souveraineté industrielle. Le premier, aujourd'hui, il est clairement géopolitique. On n'est plus dans le même monde qu'il y a 5 ans. On a vu avec la guerre en Ukraine, avec les tensions avec la Russie, que les choses peuvent aller très très vite, que des pays qu'on considérait des partenaires structurels fiables ne le sont plus d'un mois à l'autre. Et la même question se pose pour le photovoltaïque, même si le niveau de dépendance n'est pas le même, parce que heureusement, les panneaux photovoltaïques, une fois qu'on les a, ils permettent de produire pendant 20-25 ans, et là, on acquiert déjà une forme d'autonomie. Mais avec les chiffres qu'on a lancés, 50 à 60 gigawatts installés tous les ans, c'est peut-être pas plus mal qu'on ait au moins une partie, ce que vous avez dit, de la chaîne de production en Europe, pour en fait avoir un niveau de résilience, un niveau d'autonomie qui, même si on ne couvre pas 100% du marché avec des panneaux européens, nous permet d'avoir un peu cette garantie de ne pas dépendre à 100% et de pouvoir, si on en a besoin demain, s'il y a tension géopolitique par rapport au conflit à Taïwan, rupture des relations avec la Chine, qu'on puisse se dire on peut très rapidement monter en puissance sur la base de l'industrie déjà structurée pour aller de l'avant. Donc je pense que la principale motivation elle est géopolitique. On a parlé des aspects économiques qui sont complexes parce qu'on a d'un côté on a la question du coût des modules, de ce que représentent les modules dans le coût d'investissement ou le coût de production finale, qui vous avez cité 20%, moi j'ai même vu 10% pour des grandes centrales au sol aujourd'hui, hein. Module plus ondulaire, 10% du prix de revient total. Donc même si on avait des panneaux européens qui coûtaient 30%, 50% plus cher, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut absorber? Parce que si c'est 50% de 20% du total, ça peut être gérable. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre en compte tout ça, mais c'est assez important qu'on ait des chiffres pour en discuter, ce qui est un peu absent du débat politique. Et dernier point que je voudrais associer, c'est la question de la transition énergétique là-dedans. On est en période d'austérité budgétaire, on ne peut pas se permettre de tout faire. Et quelque part, tout l'argent qu'on met aujourd'hui sur le photovoltaïque partout, c'est peut-être aussi de l'argent qu'on ne mettra pas sur d'autres filières. Et un point qui me paraît assez important dans le contexte français, c'est qu'aujourd'hui, on a le solaire radieux, mais on continue d'avoir l'éolien honteux en France. Et c'est très, très grave parce qu'on parle beaucoup de l'industrie solaire. On ne parle plus de l'industrie éolienne qui était un des fleurons européens. Et là aussi, on est en train de se faire menacer de perdre la course. Donc, il faut bien voir les deux ensemble. On réfléchira à un futur événement sur l'éolien. Carole Descroix, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, 50%, on est prêt à payer plus cher effectivement une production européenne parce qu'on y voit notre intérêt, c'est-à-dire avoir cette visibilité et ces lignes de production proches, ça a un intérêt. On n'irait peut-être pas jusqu'à 50% pour être très honnête, parce qu'il y a quand même un coût et c'est important d'avoir quand même un prix
assez bas, avec des modules aussi venant de Chine, c'est-à-dire il faut un mix. On ne pourra pas élever, parce qu'en fait, élever le prix des modules chinois, soit avec une taxe ou élever trop le prix des modules européens, ça ne ferait que entraîner pour nous des complexités en termes de budget, de rentabilité, et de faire élever le prix de l'électricité. Donc oui, on est prêt à payer plus cher. Moi, je dirais plutôt l'ordre de 15-20%. On est prêt à faire cette démarche-là. Voilà. Pierre-Emmanuel Martin. Non, mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup nos futurs clients qui ont peur. Tout d'abord, je dirais deux choses. On va tous être obligés d'acheter des panneaux solaires français. Ça, c'est une évidence. Non pas parce qu'il y a une force politique qui l'a dit encore hier soir, mais parce qu'il y a une loi qui va s'imposer à tous. C'est une loi européenne qui a été votée, qui s'appelle le Net Zero Industry Act. D'accord ? On attend les décrets d'application, mais petit à petit, et comme pour les énergies renouvelables dans les années 90, puisque j'ai participé quand même à l'émergence, au début, c'était les pays font comme ils veulent, et puis d'un objectif global. Aujourd'hui, on est tous contraints en Europe de faire des énergies renouvelables. Ça va être exactement la même chose pour les panneaux solaires. L'Europe a décidé que 50% de son marché demain sera uniquement adressé par des panneaux solaires européens. D'accord ? Donc ça veut dire que demain, vous allez être dans une géographie. Alors, il y a des géographies, il y a des pays qui diront oui, non, on ne va pas le faire. La Hongrie, par exemple. L'Irlande, qui n'a pas signé. Chypre, Malte, voilà, les 4 pays qui ne veulent pas. Mais tous les autres, les 23 pays, ont signé cette loi. Donc ça veut dire que la moitié de leur marché sera adressé par des panneaux solaires, qui n'existent pas. C'est pour ça qu'on a lancé Carbone, hein. Je suis fou, mais pas que. Donc on s'est inscrit dans une dynamique et demain, il y aura ça. Alors, quel est le prix ? Bon, le prix s'imposera à vous. Et ceux qui arriveront trop tard, il y aura peut-être un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y aura peut-être pas assez de panneaux solaires européens. Et donc c'est là où... Mais ayez l'assurance qu'en tout cas, pour la rentabilité de vos projets, elle sera toujours assurée. Alors ça coûtera peut-être un peu plus cher au système dans sa globalité, mais nous avons fait le travail pour la DGE, Direction Générale d'Entreprise, où on démontre à l'évidence qu'une politique industrielle dans le solaire, compte tenu des dynamiques annoncées 6, 7, 10 gigawatts par an, ça va fiscalement être très bénéfique pour le pays et pour notre balance commerciale encore plus. Donc la politique, elle est annoncée, ça va arriver. Donc vous allez être obligé. Deuxième chose, le prix du panneau n'est pas un problème. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de centrales solaires parce que je suis aussi développeur. J'ai des centrales solaires, j'en ai fait une l'année dernière que j'ai mise en service en juillet 2023 à la Cavalerie. Mes panneaux, 29 centimes du watt-crête. On a eu un super coup de Jinko, on était à 32, 35, où il fallait le bilan carbone et ça, et puis on avait ces délais. J'ai bidé, j'ai 52 € du mégawattheure. On a un super site qui est rentable. Aujourd'hui, le même projet, à 12 centimes les panneaux, je vais bider à 84. Pourquoi ? C'est les taux d'intérêt. C'est que mon parc à la Cavalerie, taux d'intérêt 1,15 sur 20 ans. Aujourd'hui, je suis à 3,95. Et c'est un vrai sujet. Et c'est ça le point. Ouais. Donc le prix du panneau, ne vous inquiétez pas, ça sera plus que 50%, bien évidemment, parce qu'il va falloir quand même rentabiliser des investissements. Mais votre taux de rentabilité de vos projets, et il y aura une obligation. Donc c'est une réglementation qui va s'imposer à tout le monde. Et dans ce nouveau cadre, eh bien, il va falloir jouer. Et puis ne tardez pas trop pour prendre vos commandes, parce que nous, on n'a que 5 gigawatts. Pour un marché de 6, bon, bah, ça va être compliqué. Ça n'alimentera pas tout le monde. Andreas Rodinger, vous vouliez réagir et Carole Descroix également ? Oui, mais typiquement par rapport au Net Zero Industry Act, donc qui est ces textes européens qui doit justement nous guider vers la voie de la réindustrialisation, notamment sur les filières clés pour la transition. Il y a des paragraphes très intéressants parce qu'il y a effectivement un objectif général de relocaliser 40% de la demande, enfin couvrir 40% de la demande sur les technologies clés pour l'atteinte de la neutralité carbone. Par contre, il y a aussi un paragraphe extrêmement étrange sur les critères hors prix, notamment pour ce qui est des appels d'offres, et qui permettent en fait de jouer sur le critère localisation. À la demande des États membres, on a instauré une exception qui dit en fait, si jamais l'application d'un critère prix conduit à une augmentation des coûts de plus de 10%, ils ne sont pas obligés de l'appliquer. Et donc ça montre bien ce dilemme-là. On veut tous relocaliser, mais pas à n'importe quel prix. Donc c'est un équilibre. Par contre, je suis complètement d'accord qu'en fait, on peut se le permettre si on le fait de façon intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
dire on accepte un surcoût sur les panneaux parce qu'en fait il y a plein de bénéfices macroéconomiques, emplois, etc. derrière, mais il faut réduire ailleurs. On est en austérité budgétaire, donc en fait on ne peut pas tout se permettre. Si on arrive en parallèle à jouer, à créer des mécanismes de financement nationaux ou européens innovants qui nous permettent de réduire le coût du capital, on a gagné. Aujourd'hui, sur les installations, le fait de passer d'un coût moyen pondéré du capital de 4% à 7%, ça fait augmenter le coût de production de 25%. Donc on est à quelque chose de bien plus important qu'un plus 30, plus 50% sur le panneau. Donc c'est un autre axe de réindustrialisation sur lequel il faut réfléchir. Très rapidement, et on en a parlé à Carole Descroix Non, ensuite. la politique commune, c'est toujours très complexe. Donc quand on a commencé les renouvelables, c'est-à-dire que ce marché dans lequel vous êtes tous là, moi quand j'ai commencé dans les années 90, là on avait un congrès mondial de l'énergie solaire. Hein. Donc je veux dire, là on est juste à Bordeaux, on parle d'une région où on travaille. Donc dans les années 90, ça n'existait pas. Donc quand on a fait les premiers livres blancs sur les énergies renouvelables, on laissait chaque pays et donc on avait des portes de sortie pour dire oui, on fera, l'objectif c'est 23% d'énergie renouvelable en 2010, hein, énergie primaire sur consommation, mais les pays qui ne veulent pas, par exemple la France, vous avez des portes, vous pouvez sortir, vous ne pouvez pas l'appliquer. Bon, voilà, aujourd'hui ça s'impose à la France, on a une amende de 500 millions d'euros à payer parce qu'on est en retard, donc n'ayons aucun doute, l'Europe va progressivement mettre en place et fermer les portes pour que cette... On ne pourra plus sortir du cadre. Après, sur le... Très rapidement. Bon, pardon. Ouais, enfin, Allez-y, Carole Descroix. juste un point. Je pense que pour réussir, il faut y aller à fond. Par rapport aux remarques que j'ai entendues, on va être limité. Enfin, j'ai plutôt envie d'entendre, non, s'il y a des demandes supplémentaires, parce qu'il y a un besoin, mais c'est ça qu'on a envie. Enfin, et les 5 gigas de production, bah, on a envie de les démultiplier, de faire x10. Il faudra 6 ou 7 si on passe pas carbone ou cette holosolis étape-là, pour voilà, répondre à la demande. si on passe pas cette étape-là, bah, à la limite, on n'y arrivera pas et ça sert presque à rien de commencer. Donc moi j'y crois, je suis sûre qu'on peut y arriver, mais donc il faut chercher l'économie d'échelle. Donc déjà il faut pouvoir développer. Et au-delà de développer, c'est pouvoir passer des contrats avec des hauts niveaux de puissance et de production. Donc c'est vrai que la filière européenne doit se démultiplier et vraiment aller à fond. Merci. Anaïs Guimbaud, on a parlé de la comparaison avec le gaz russe tout à l'heure. Quand on le consomme, le gaz, il disparaît. Le panneau solaire, on a la chance d'en avoir, j'ai pas le chiffre, mais beaucoup installés en Europe, qui sont là et qui vont y rester. Est-ce que ça, c'est grâce aux filières de recyclage, c'est une manière de s'autonomiser aussi vis-à-vis de nos partenaires plus ou moins amicaux? Oui, bah, effectivement, le fait de partir sur de la haute valeur ajoutée en termes de recyclage, ça permet d'avoir des matières premières secondaires, donc comme l'argent notamment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est l'argent donc dans les cellules photovoltaïques, ça représente moins d'1% du poids d'un panneau solaire, mais pour autant c'est 20% de la valeur. Et donc notre objectif en tant qu'éco-organisme, c'est vraiment de trouver des procédés de recyclage qui permettent d'aller capter cette valeur et de la ressortir à la suite des procédés de la manière la plus pure possible et dans un format réutilisable par l'industrie solaire, par exemple. La même chose pour silicium, c'est moins de 3% du poids du panneau et c'est 40% de la valeur du panneau. Donc ça ne se retranscrit pas forcément dans les taux de recyclage en fait, qu'on atteint, puisqu'on parle d'à peine 4% du poids du panneau. Mais pour autant, en termes de valeur, c'est vraiment ce qu'il y a à chercher, c'est vraiment ce qu'on promeut. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix et le pari un petit peu de miser sur des technologies émergentes comme à Saint-Loubès, donc pas loin d'ici, à quelques kilomètres, avec un partenaire en Ville-de-Aquitaine qui a investi sur une ligne de délamination par lame chaude. Donc on ne va pas broyer le panneau, mais on va venir racler la surface de verre pour avoir d'un côté le verre plat et de l'autre les cellules photovoltaïques, et conjointement avec un autre prestataire, donc là qui est une start-up française basée dans l'Isère, donc Rosy Solar, eux vont aller justement capter cette valeur au niveau des cellules de argent, silicium, cuivre, donc par des procédés thermiques et de chimie douce, et donc vraiment
de mettre en avant ces filières-là à l'avenir pour être en mesure de capter tous les tonnages qu'on a à collecter. Merci. Question un peu provocante pour tous les quatre. Est-ce que si on paye nos panneaux français et européens 10, 15, 20% plus cher, est-ce qu'il n'y a pas un risque évident de freiner la transition énergétique, de freiner le volume et les surfaces de panneaux solaires installés avec une même somme, on fera moins de panneaux? Moi, j'ai une réponse toute simple. Aujourd'hui, on a une bosse, on a je ne sais pas combien de gigawatts. Vous les avez tous développés quand les panneaux étaient à 32, 35, ça ne vous a pas arrêté. Donc, je veux dire, le prix du panneau n'est pas un problème. Donc, aujourd'hui, la transition énergétique se fera au prix où le panneau sera régulé en Europe. Quand bien même il sera à 40 centimes, c'est le consommateur qui va payer ça à la fin. Mais pour les finances publiques, pour la balance commerciale, ce sera extrêmement bénéfique. Donc on répond aussi à une question sur l'austérité, c'est que développer une politique industrielle, même si le prix à la fin du produit payé par le consommateur est plus cher, mais il sera absorbé. Ici, il y a beaucoup d'installateurs. Demain, vous marketez du français. Je suppose que certains ici, même peut-être beaucoup, vendent des panneaux. Si on regarde le truc, il est entre 50 centimes et 1 euro du watt-crête chez le consommateur final dans le résidentiel. Donc le prix n'est pas un problème. Enfin, Carole Descroix et Andreas, le prix n'est pas un problème. c'est quand même un peu dur de dire que le prix va retomber sur le consommateur final et que ce n'est pas un problème. Je pense que si, c'est un problème d'avoir un coût des modules. Ça renchérit le coût de la transition énergétique. Exactement, et ça élève en fait le coût de l'énergie. Et je pense qu'il faut vraiment éviter ça. Andreas Rüdinger. Je parlais tout à l'heure de l'éolien, mais c'est pour ça que l'effort d'industrialisation, il faut le mettre dans une stratégie globale de transition dans laquelle on joue sur la complémentarité entre les filières, dans lequel on joue sur le fait de se dire oui, produire chez nous, ça a un coût, mais qu'on peut, comme je disais, absorber en jouant de façon intelligente sur d'autres leviers de réduction des coûts que sont principalement aujourd'hui les mécanismes innovants de financement. On a des outils qui existent au niveau européen, au niveau national, et la simplification. Si on fait des procès 2 fois plus rapidement, avec moins de recours, moins de complexité, ça coûte aussi moins cher. Donc en fait, on a besoin de jouer sur l'ensemble des leviers pour qu'à la fin, on ait une politique qui fasse sens, qui soit acceptable. Moi, je suis assez d'accord. C'est trop simple de se dire, même à 50% de plus, on a des objectifs, tout est obligatoire, on va les faire. Je ne pense pas. On a des vrais sujets de coût de l'énergie, y compris d'ailleurs pour les industriels. Hein. Une partie de la compétitivité chinoise est liée au fait que l'énergie coûte moins cher. Et donc, il faut jouer là-dessus, ce qui veut dire que, là encore, il faut jouer toute énergie. Il y a un problème de fiscalité qui se pose. Je rappelle juste un truc tout bête. Aujourd'hui, si on regarde en fonction de l'intensité carbone, donc du contenu carbone du kilowattheure énergétique, l'électricité française est taxée 10 à 20 fois plus que les carburants et le gaz. Donc ça montre quand même qu'on a oublié 2-3 trucs sur le chemin parce qu'on ne veut plus parler de taxes carbone et de fiscalité écologique depuis 2018, mais ça pose des vrais problèmes aujourd'hui. Et après, mettre en place aussi des contrats cadres long terme, ça peut aussi donner de la visibilité. Se réunir à plusieurs, comme Terrapolis le fait, sur plusieurs pays pour entraîner une économie d'échelle. Enfin, voilà, il y a quand même plusieurs possibilités aussi qui permettent de trouver des solutions pour descendre le prix, même s'il y a un surcoût ponctuel, mais il doit rester quand même que ponctuel. Il ne faut pas que ce soit prohibitif. Si on reprend la chaîne de valeur, la France et l'Union européenne ne seront pas forcément compétitives ou pertinentes sur toute la chaîne de valeur, sur tous les types de panneaux solaires. Quels sont, selon chacun de vous, les maillons de la chaîne ou même les types de panneaux sur lesquels on a notre carte à jouer? On a des avantages comparatifs peut-être plus importants que sur le fameux panneau standard carré au kilomètre. Alors, je suis désolé de monopoliser, mais non, on sait être compétitif. D'accord ? L'enjeu qui est devant nous, c'est pas de produire des panneaux comme le tricot de la gendarmerie nationale à tiers et puis subventionner. Non, on sait être compétitif. Le truc, c'est qu'il faut construire des usines. Et là, jusqu'à preuve du contraire, l'État ne paiera pas les usines. Donc c'est du capital privé qu'il va falloir rembourser. Donc c'est ça que le système doit absorber pour aller vite. Le prix de marché, normalement, c'est 20 centimes. Là, aujourd'hui, il est à 10 parce qu'il y a du dumping. Mais le prix de revient pour un Chinois qu'il aimerait voir en Europe, c'est 20 centimes. Donc on discute avec tous les PDG des grands groupes. Eux, ils aimeraient bien qu'on accroche ce prix. Bon, nous, on produira à 30. Pourquoi ? Parce que la différence, c'est payer l'usine, rembourser l'usine, qui n'existe pas. Voilà. Mais une fois que l'usine est remboursée, amortie, on saura produire des panneaux solaires comme les Chinois, mais de bien meilleure qualité, tracés.
Bon, donc ça, il n'y a pas de crainte à avoir. On a une vraie Et industrie. sur quel type de panneau vous allez vous positionner? Là aujourd'hui, très on rapidement est sur le Topcon et on sera back contact. Après, on ira sur les tandems. Enfin, on va suivre la roadmap. Parce qu'il y a aussi la beauté de l'Europe, c'est qu'elle a les meilleurs centres de recherche. Donc on a parlé de la chaîne de valeur, mais on a oublié quand même la recherche qui est aussi très forte en Europe. Et ça, il lui faut une industrie, parce que la perte de substances industrielles fait que ces centres aujourd'hui ne travaillent que pour des Chinois. Et à un moment donné, il va falloir les remettre là-dedans. Donc ça, c'est assez important à souligner. Carole Descroix et Anaïs Gambo. Oui, moi je suis tout à fait en phase et je reprends ce que Xavier Daval disait tout à l'heure, c'est que la France peut devenir vraiment une grande nation de photovoltaïque, l'Europe. On peut se positionner. Par contre, voilà, il n'y a plus qu'à. Anaïs Gambo, est-ce que la filière de fin de vie de réemploi est une force, j'allais dire typiquement française ou européenne? Est-ce qu'on peut même aller la vendre à l'international? L'idée, en tout cas, c'est de faire de la France d'être vraiment pionnier dans le recyclage et dans les meilleures solutions de traitement. Et donc, c'est un petit peu dans les deux sens. On est à la fois à la recherche de technologies qui peuvent venir de l'étranger, comme c'est le cas pour la délamination, qui est une structure japonaise qui a du coup pu mettre en place à l'échelle industrielle pour la première fois cette solution en France. Et c'est aussi de soutenir des startups comme Rosy Solar sur une autre partie de la chaîne de valeur pour faire en sorte d'être sur de la haute valeur ajoutée. Et Rosy Solar a des souhaits aussi d'expansion à l'international. Donc c'est vraiment dans les deux sens et au service de la haute valeur ajoutée pour trouver les meilleurs procédés. Et on est aussi, la Commission européenne, à travers des projets européens, en nombre sur la thématique de la circularité. Comment on peut idéalement trouver des méthodes de traitement de panneaux, de recyclage qui permettent de refabriquer des panneaux, par exemple. Donc on est vraiment aussi partie prenante de ces projets pour être à l'affût des meilleures solutions disponibles, puisque le recyclage, c'est aussi quelque chose de naissant sur les panneaux photovoltaïques, puisqu'avant, il y avait des panneaux photovoltaïques d'installer, mais ils n'étaient pas encore à recycler. Et donc, il n'y a pas de solution prédéfinie qui existe au niveau mondial avec 10 ans de retour d'expérience. Donc, on en est vraiment au départ. Et l'idée, c'est d'être les premiers à sauter le pas, à faire les choses de la meilleure manière possible pour ensuite, pourquoi pas que ça s'exporte. Merci. Andreas Rodinger, sur cette question de la chaîne de valeur? Alors, une question que nous on se pose sans avoir la réponse, c'est est-ce qu'on doit se placer partout? Parce qu'en fait, on en parlait, le solaire, on est présent un peu en amont de la chaîne, sur la fabrication des modules. L'Alliance solaire européenne vise quand même à couvrir 50% de la demande européenne d'ici 3 ans, je crois. Il y a 10 projets de Gigafactory identifiés en Europe, donc c'est assez ambitieux. Nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut jouer toutes les cartes en même temps? On est en période d'austérité, on a des moyens limités, on est dans une période politique extrêmement compliquée, pas qu'en France. Au niveau européen, aujourd'hui, tous les États sont frileux pour mettre de l'argent sur la table, pour dire on y va, on lance des nouveaux projets. Les Allemands ne veulent pas parce qu'ils ont leurs propres règles budgétaires. Les Néerlandais ne veulent pas parce qu'ils ont déjà un gouvernement d'extrême droite, etc., etc. Donc la situation n'est pas simple. Et comme je disais, il y a aussi l'éolien. À mon avis, il y a un secteur sur lequel il faut se positionner dès aujourd'hui parce que ça va être le gros verrou de demain. On l'a vu, le solaire, en termes de gisement d'énergie primaire, c'est gigantesque. Le problème demain ne sera pas de produire les kilowattheures, ça sera de les consommer. Donc les consommer au bon moment, ce qui veut dire qu'en fait, le maître mot, ça va être toutes les technologies d'intégration systémique, de flexibilité du côté de l'offre et de la demande. Et ça, c'est des marchés, tous les pays vont en avoir besoin, et les pays hors Europe, qui vont massivement appuyer leur électrification sur le solaire, vont en avoir besoin encore plus que nous. La question de l'intégration système, en Inde, en Afrique, elle va se poser de façon beaucoup plus forte qu'en France, par exemple. Donc si on arrive à se positionner sur ce marché avec des solutions intelligentes, on aura aussi beaucoup de choses à gagner. Et à mon avis, c'est là aussi qu'on va créer le plus de valeur. Il vous reste 1 minute pour réagir, si vous le souhaitez, sur le... Non, la question, pour le solaire, ça ne se discute pas. La France a été et doit rester le pays industriel de l'électricité. Il faut qu'on était les meilleurs. En 2002, on produit 2 fois plus de panneaux solaires en France qu'en Chine.
Bon, voilà. Alors certes, en Chine, on produisait que 10 mégawatts, mais on était très fort. Après, j'entends, c'est pas mon collègue allemand, et la question de l'Allemagne. L'Allemagne est très commerçante, donc elle se pose plein de questions. Et justement, c'est une vraie chance pour nous qui avons un petit marché par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, la France est en avance. Donc là, il y a une constance, et ça c'est clair. En tout cas, l'administration avec qui nous travaillons profondément est là, étudie, est convaincue aujourd'hui de la pertinence de la réindustrialisation pour plein de raisons, fiscales, budgétaires. On rapporte plein de choses. Il y a quand même un déficit de balance commerciale là-dessus qui est important. Donc on va y aller. On va aller sur ce mouvement et on va le faire. Après que d'autres pays tergiversent, tant mieux. Ça s'imposera à eux, mais plus tard, et nous serons là. Et donc n'ayez crainte, on saura faire 5 puis 10. Carbone a l'ambition d'en faire 20 gigawatts. Mais on a vraiment une chance aujourd'hui en France. Et il faut, et ça ne se discute pas, on ne fait pas un demi-réacteur nucléaire, on ne fait pas un demi-barrage hydraulique. La question du solaire photovoltaïque est trop importante, c'est l'énergie du futur. Nous avons aujourd'hui un régime illibéral et une dictature, il faut le dire, qui est la Chine, qui, si elle envahit Taïwan, si elle bouleverse les équilibres, on ne peut pas se passer de ce moteur de la richesse et de notre indépendance qui est le panneau solaire. Après, oui, peut-être un peu de stockage, mais on y résout, peut-être du système, oui d'accord, mais d'abord le panneau solaire. C'est le réacteur du futur. Alors, et il faut absolument le une maîtriser. question avec une réponse en un mot. Si tout va bien, à quelle date sortira le premier panneau photovoltaïque de chez Carbone? Alors, les premiers panneaux, c'est septembre 2025, puisqu'on a annoncé Carbone One, 500 mégawatts qui seront faits à cette date. Et sur l'usine de Fos-sur-Mer, donc totalement intégrée avec nos wafers et nos cellules, 2026-2027. Merci. Carole Descroix, un mot de... On sera au rendez-vous. des acheteurs. Merci infiniment à tous les quatre pour ces échanges passionnants, complexes mais passionnants. On peut les applaudir, effectivement. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre de scène. On continue dans un instant avec un dialogue sur l'autoconsommation individuelle et collective. Merci.